Salut à tous, c'est Corvus, entraîneur de boxe anglaise et préparateur physique. Si mes analyses vous plaisent et que vous voulez pas rater les prochaines, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord dont vous trouverez le lien en description pour discuter directement avec nous. On va parler aujourd'hui du cas Benoît Saint-Denis, qui est un guerrier arrivé à un tournant de sa carrière selon moi. Alors Benoît Saint-Denis, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'est rapidement imposé comme l'un des combattants les plus excitants de l'UFC. C'est un ancien soldat des forces spéciales qui s'est construit une réputation de guerrier intrépide, prêt à marcher sur ses adversaires, avec une pression étouffante et une volonté de fer. Son agressivité, son mental et sa capacité à finir ses combats rapidement lui ont permis d'enchaîner les victoires spectaculaires, faisant de lui un prétendant sérieux dans la catégorie des poids légers. Mais après ces dernières défaites, face à Renato Moicano et Dustin Poirier, une question se pose. Benoît Saint-Denis a-t-il atteint ses limites ou est-il simplement à une étape charnière de sa carrière? Son excès de confiance, autrefois un atout psychologique, semble aujourd'hui le desservir. Il pensait pouvoir imposer son rythme à n'importe qui, mais ses combats ont révélé des failles. Une défense trop ouverte en striking, un cardio qui montre ses limites lorsqu'il ne parvient pas à finir vite, et une difficulté à s'adapter contre des adversaires expérimentés. Pire encore, son état mental, après ses défaites, interroge. Lui qui était si sûr de sa force s'est montré abattu, mutique, presque méconnaissable. Alors, que doit-il changer pour revenir plus fort? Doit-il revoir son style et son approche des combats? Cette vidéo va essayer d'y répondre. On va analyser ses forces, ses faiblesses, et les leçons à tirer pour la suite de sa carrière. Premièrement, on va voir que ces points forts sont à nuancer, car ils amènent aussi des limites, des inquiétudes. Son premier point fort, c'est son agressivité et sa pression constante. Pourquoi c'est une force? Eh bien parce que quand BSD entre dans la cage, il le fait avec une seule idée, marcher sur son adversaire. Il impose immédiatement son rythme et ne lui laisse pas le temps de respirer. Contre Matt Frevola et Ismaël Bonfim, cette pression a totalement étouffé ses adversaires, les empêchant de mettre en place leur propre jeu. Il sait mettre ses adversaires dans une zone de danger dès les premières secondes. Mais contre des strikers intelligents et patients, comme Poirier, cette approche peut le rendre prévisible et l'exposer au contre. S'il ne finit pas son adversaire rapidement, cette pression lui coûte beaucoup d'énergie et le rend vulnérable en fin de combat. Cette agressivité est donc un atout puissant contre des combattants qui ne gèrent pas bien la pression, mais une faiblesse contre ceux qui savent encaisser et contrer. Deuxième point fort, lui aussi à nuancer, c'est son mental de guerrier et sa capacité à encaisser. BSD a prouvé à plusieurs reprises qu'il était prêt à aller au bout de l'effort, même après avoir subi des dégâts importants. Contre Eliseu Zaleski dos Santos, il a encaissé une avalanche de coups sans jamais lâcher, même si ça lui a coûté une défaite. Cet état d'esprit lui donne un avantage psychologique sur certains adversaires qui peuvent se décourager en voyant qu'il ne recule jamais. Malheureusement, prendre trop de coups est une stratégie risquée. Son combat contre Poirier a montré que, même avec un mental d'acier, personne n'est indestructible. La résilience, c'est bien, mais l'intelligence de combat est encore plus importante. S'il continue à tout encaisser sans jamais ajuster son style, sa carrière pourrait bien être raccourcie. C'est donc une force impressionnante, mais qui doit être mieux gérée pour éviter l'accumulation de dégâts inutiles. Troisième élément, sa puissance et sa capacité de finition. C'est une force évidemment, que ce soit en striking ou en grappling, car BSD sait terminer un combat. Il a un bon coup d'œil pour exploiter les ouvertures et finaliser son adversaire. Contre Matt Frevola, il a montré qu'il pouvait éteindre quelqu'un avec un seul coup bien placé. Son étranglement sur Bonfing montre qu'il sait lui aussi finaliser au sol dès qu'il sent une opportunité. Mais il y a quand même des limites. Il mise beaucoup sur l'explosivité en début de combat. S'il ne trouve pas la finition rapidement, il se fatigue et devient donc moins dangereux. Contre Moicano, on a vu qu'il pouvait être neutralisé s'il n'arrivait pas à imposer son jeu rapidement. C'est un vrai danger en début de combat, mais c'est une arme qui perd en efficacité si le combat dure. Quatrième point, il a un grappling certes efficace, mais pas au niveau des meilleurs. Il a un bon contrôle au sol et il sait utiliser son physique pour dominer ses adversaires. Il a montré de belles soumissions, notamment contre Bonfim. Son jeu en clinch est solide et il sait amener ses adversaires au sol. Mais face à des grappleurs d'élite, il a montré des faiblesses. Moicano l'a totalement dominé au sol une fois qu'il était en position défavorable. Il a du mal à maintenir ses adversaires au sol si ces derniers ont un bon scrambling.
Son jeu repose donc plus sur la puissance que sur une technique ultra affinée. C'est un grappling efficace contre des adversaires intermédiaires, mais pas assez affûté pour rivaliser avec les spécialistes de la division. Enfin, cinquième et dernier point, son cardio, qui est certes solide, mais pas exceptionnel. Alors, on pensait que c'était une force parce que, effectivement, il semblait capable de maintenir un gros rythme sur plusieurs rounds dans ses premiers combats. Il a montré une bonne récupération entre les rounds quand il pouvait gérer l'intensité des affrontements. Mais des limites sont vite apparues. Contre Moïcano, il a ralenti très vite, après un premier round trop intense. Contre Poirier, il avait déjà l'air fatigué après quelques minutes d'échange debout. Son style ultra agressif lui coûte beaucoup d'énergie, et il a du mal à gérer son effort sur la durée. Un bon cardio quand il contrôle l'action, mais pas suffisant pour maintenir une guerre de 3 rounds contre des adversaires de top niveau. BSD a également des points faibles, objectivement, qui ne sont même pas des points forts à nuancer, mais des points faibles tout court. Premièrement, une défense qui est trop ouverte en striking. Il a tendance à avancer tête baissée sans bouger la tête, ce qui le rend facile à toucher. Poirier l'a puni avec des contres nets, et Moïcano l'a également touché proprement. Il n'a pas encore montré une vraie capacité d'ajustement défensif. Il doit travailler son mouvement de tête, améliorer sa garde et ne pas tout miser sur son menton. Deuxième faiblesse, difficulté à s'adapter en plein combat. Son plan de jeu est souvent le même, pression, clinch, grappling ou puissance en striking. S'il est neutralisé, il semble avoir du mal à trouver un plan B. Contre Moïcano, une fois dominé, il n'a pas réussi à modifier son approche pour reprendre le contrôle. Il faut donc développer une meilleure intelligence de combat et apprendre à ajuster sa stratégie en fonction de l'adversaire. Troisième défaut, une gestion de l'énergie et du rythme, qui est discutable, on en a parlé, puisque c'est justement une nuance de ses points forts. Il démarre très fort, mais laisse parfois trop d'énergie dès le premier round, et face à des combattants expérimentés encore une fois, cela le met en danger en fin de combat. Il doit donc apprendre à doser son effort pour ne pas être cramé après 5 minutes. C'est donc un combattant redoutable, mais qui doit évoluer. BSD est un guerrier, avec des qualités impressionnantes. Une pression constante, une grosse puissance, un mental en acier, mais ces dernières défaites ont mis en évidence des failles qui l'empêchent pour l'instant de rivaliser avec les meilleurs. S'il veut s'installer durablement dans le top 10, il doit mieux gérer son cardio, travailler sa défense, et apprendre à s'adapter en plein combat. Il est encore jeune dans sa carrière UFC et a le temps de progresser, mais s'il persiste dans son style actuel sans ajustement, il risque de rencontrer encore plus d'obstacles. Alors maintenant qu'on s'est attardé sur les aspects purement techniques et tactiques de BSD, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu plus sur l'impact mental, notamment de ses récentes défaites. A-t-on affaire à un Benoît Saint-Denis abattu ? Parce que si BSD s'est toujours distingué par son mental d'acier, ces 2 dernières défaites ont mis quand même en lumière une facette plus fragile de son état d'esprit. Là où d'autres combattants rebondissent immédiatement après un échec, lui est apparu particulièrement affecté, presque méconnaissable. D'abord, un silence inquiétant après la défaite contre Dustin Poirier. Lors de l'UFC 299, après son KO face à Poirier, Saint-Denis est resté longtemps assis dans l'octogone, son regard perdu. Contrairement à ses précédentes apparitions où il affichait toujours une grande combativité, il a cette fois semblé complètement vidé, comme s'il réalisait brutalement les limites de son style face à l'élite. Ce qui inquiète, c'est d'abord un silence total sur les réseaux sociaux pendant plusieurs jours après la défaite, alors qu'il avait l'habitude de communiquer avec ses fans. Une attitude fermée en interview, où il s'est contenté de déclarations courtes et sans énergie, évitant même de regarder les journalistes. Une remise en question brutale. Certains observateurs ont noté qu'il semblait douter, pour la première fois, de sa capacité à atteindre le sommet. Ensuite, vient l'UFC Paris 3, et là, c'est une nouvelle défaite qui accentue encore plus son mal-être. En septembre 2024, Saint-Denis avait l'occasion de rebondir devant son public à Paris, mais son combat contre Renato Moicano s'est terminé sur une décision médicale, après qu'il ait encaissé trop de dégâts, et ça nous ramène aux défauts qu'on a cités tout à l'heure. Cette défaite a semblé encore plus dure à encaisser mentalement. On a des signaux alarmants après le combat. Un Benoît Saint-Denis mutique, absent. Après l'arrêt du combat, il est resté assis sur son tabouret, fixant le sol sans réaction. Aucune déclaration publique immédiate, alors que la majorité des combattants réagissent rapidement après une défaite. Il a mis plusieurs jours avant de publier un simple message laconique sur Instagram. On a une perte de confiance visible. Son entraîneur a confié en off que Saint-Denis, je cite,
vivait très mal cette défaite, et qu'il lui faudrait du temps pour s'en remettre. Alors, le MMA est un sport aussi mental que physique. Beaucoup de combattants invaincus ou en pleine ascension se retrouvent brutalement confrontés à leurs limites lorsqu'ils atteignent l'élite. BSD souffre peut-être de plusieurs phénomènes psychologiques classiques dans le MMA. Tout d'abord, le syndrome du mur de verre. Après une série impressionnante de victoires, il s'est heurté à un plafond de verre en affrontant un vétéran du top 5. Et comme de nombreux combattants avant lui, il a découvert à quel point l'élite de l'UFC est impitoyable. Enfin, la peur de stagner. Il a toujours progressé très vite, mais ses défaites consécutives lui font peut-être réaliser que le sommet sera beaucoup plus difficile à atteindre qu'il ne le pensait. On pourrait aussi rajouter le poids des attentes. Avec sa réputation de God of War, il était vu comme un futur prétendant au titre. Ces défaites mettent en péril cette trajectoire, et ça semble toucher profondément. Alors on peut envisager des stratégies de préparation mentale pour Benoît Saint-Denis. Pourquoi pas travailler avec un préparateur mental spécialisé en sport de combat? Beaucoup de champions, comme Georges Saint-Pierre, Israël Adesanya ou même Francis Ngannou, ont eu recours à un coach mental pour renforcer leur résilience et surmonter les périodes de doute. Ça aurait pour objectif de renforcer la confiance de BSD en lui-même malgré la défaite, de lui apprendre à gérer la pression et les attentes du public, et pourquoi pas de développer une routine mentale avant et après les combats. Par exemple, travailler sur des exercices de visualisation, où il se voit exécuter un game plan parfait, en dominant son adversaire, en gérant mieux les situations difficiles. Pourquoi pas aussi faire des exercices de gestion du stress, comme de la respiration contrôlée, méthode Wim Hof ou cohérence cardiaque. Deuxième proposition, il doit changer son approche des défaites, qui consiste à apprendre au lieu de subir. Une défaite ne définit pas forcément un combattant. En revanche, la manière dont il y réagit, oui. Saint-Denis doit passer d'un état d'esprit échec à un état d'esprit apprentissage. Il doit analyser les défaites objectivement. Plutôt que de les ruminer, il doit revoir ses combats avec son coach et identifier les erreurs à corriger sans émotion excessive. Il doit faire des retours vidéo de ses victoires pour renforcer la confiance en soi et voir ce qui a fonctionné dans le passé. Il doit aussi écouter les expériences d'autres combattants. Oliveira, Adesanya ont tous subi des défaites avant d'atteindre le sommet. Il doit aussi apprendre, troisième proposition, à gérer la pression et l'image publique. Saint-Denis a beaucoup misé sur son image de God of War invincible, mais aujourd'hui, cette posture peut se retourner contre lui et ajouter une pression inutile. Il doit accepter publiquement que l'on apprend de ses erreurs. Un message honnête à ses fans pourrait alléger le poids des attentes. Il doit aussi limiter son exposition aux réseaux sociaux, notamment après une défaite, pour éviter d'être submergé par les critiques. Car, on le sait, la fanbase, elle est très gentille dans la victoire et parfois très cruelle dans la défaite. Il doit se concentrer sur son propre chemin au lieu de se comparer aux autres combattants de la division. Quatrième proposition, il doit mettre en place une routine mentale avant chaque combat. Les combattants d'élite ont tous des rituels précis pour entrer dans un état de concentration maximale avant un combat. On a des exemples concrets comme les techniques de respiration et de relaxation, le box briefing, utilisé notamment par les Navy Seals pour calmer le stress. Or, BSD, ça tombe bien, est un ancien militaire d'élite, donc je pense qu'il a eu accès, qu'il a déjà appris certaines de ces méthodes. On peut envisager la méditation guidée pour visualiser la victoire et la répétition de mantras positifs. Par exemple, Khabib répétait souvent des phrases pour rester calme et concentré. One fight at a time, be ready for everything. Comme des espèces de prières que vous adressez à vous-même et qui vous mettent dans un état de transe, dans un état mental altéré d'une certaine manière. Vous êtes dans l'état de flow, le flux en français, vous êtes beaucoup plus concentré. La performance sportive se fait d'elle-même. Voyez ça comme une forme d'hypnose. Cinquième proposition, se reconstruire progressivement en affrontant des adversaires adaptés. Revenir trop vite contre un combattant du top 5 pourrait être un piège mental. Pour retrouver confiance, il serait plus intelligent, à mon avis, de choisir un combat où il a plus de chances de s'exprimer pleinement. Affronter un adversaire classé entre la 10e et la 15e place pour retrouver confiance. Se donner 6 à 8 mois pour retravailler son striking et sa défense avant un retour. Enfin, prendre du recul et analyser clairement ses choix futurs. En somme, Saint-Denis doit reconstruire son mental avant de viser le sommet. C'est un guerrier, certes, mais même les meilleurs ont besoin d'un mental solide pour rebondir après des échecs. S'il met en place ses stratégies, travaille avec un coach mental,
gestion des défaites, rituel avant combat et plan de retour progressif, il peut revenir plus fort et plus intelligent dans l'octogone. Son défi aujourd'hui n'est donc pas seulement physique, mais aussi et surtout psychologique. La route vers le titre passe par un mental d'acier. BSD a toujours affiché une immense confiance en lui, ce qui a été l'une de ses plus grandes forces dans son ascension fulgurante à l'UFC. Son mental de guerrier, forgé par son passé militaire, lui a permis d'entrer dans la cage avec une certitude absolue en ses capacités. Cette assurance lui a souvent donné un avantage psychologique sur ses adversaires, le rendant prêt à tout encaisser, à tout casser, à avancer sans jamais reculer. Mais cette confiance peut aussi être une arme à double tranchant. En se voyant comme un combattant inarrêtable, il a peut-être sous-estimé certains dangers face aux élites de la division. Son KO contre Dustin Poirier a révélé que personne n'est indestructible, et que l'excès de confiance peut empêcher un combattant de reconnaître ses failles et de les corriger à temps. Le MMA est un sport impitoyable, et l'histoire montre que de nombreux combattants, après une ascension rapide, ont dû redescendre sur Terre en encaissant des défaites brutales. On a des exemples. Cody Garbrandt, qui est passé de champion invincible à enchaînement de KO. Après une démonstration magistrale contre Cruz en 2016 pour devenir champion des poids coqs de l'UFC, Cody Garbrandt se voyait déjà comme un combattant intouchable. Il a immédiatement accepté une guerre contre Dillashaw, pensant pouvoir le démolir. Résultat, il s'est fait mettre KO 2 fois de suite. Après, il a continué à adopter un style ultra agressif, il a refusé d'évoluer, et il a subi plusieurs KO supplémentaires. Sa carrière n'a plus jamais retrouvé son éclat initial, principalement à cause d'un excès de confiance qui l'a justement empêché de s'adapter. Deuxième exemple, Ronda Rousey. Une chute brutale après un règne sans partage. Rousey dominait complètement la division féminine des poids coqs et terminait ses adversaires en quelques secondes. Son coach la persuadait qu'elle était une boxeuse d'élite, ce qui l'a conduite à affronter Holly Holm debout sans tenter de grappling et à subir un KO dévastateur. Après une longue pause, elle est revenue contre Amanda Nunes, sans véritable adaptation, et s'est encore fait démolir en moins d'1 minute. Elle a fini psychologiquement brisée et a quitté le MMA définitivement après cette deuxième défaite. Troisième exemple, Johnny Hendricks, qui est passé de la ceinture à la chute libre. Hendricks était un monstre en welterweight, avec une lutte d'élite et un KO power effrayant. Après sa victoire pour le titre contre Robbie Lawler, il a semblé relâcher son sérieux, il a pris du poids, son cut est devenu un problème récurrent et sa discipline a chuté. Il est rapidement devenu méconnaissable dans la cage, accumulant les défaites, se faisant dominer par des adversaires qu'il aurait pourtant écrasés à son prime. En quelques années, il est passé de champion à combattant en surpoids incapable de performer. Quatrième exemple, Anderson Silva, dont l'excès de confiance lui a coûté son règne. Champion incontesté des poids moyens pendant des années, Anderson Silva avait un style basé sur l'évitement et la provocation. Lors de son combat contre Chris Weidman, il a voulu jouer avec son adversaire en baissant sa garde et en dansant devant lui. Mais Weidman l'a puni avec un KO net. Et ce fut le début de la fin pour Silva, qui n'a plus jamais retrouvé sa domination et a enchaîné les défaites. Cinquième exemple, Darren Till, une ascension éclair et un mur brutal. Till s'est autoproclamé le futur champion inévitable et était vendu comme un monstre en welterweight. Son excès de confiance l'a poussé à accepter un combat contre Tyron Woodley alors qu'il n'était pas encore prêt et il s'est fait soumettre rapidement. Il a ensuite été mis KO par Georges Masvidal et sa carrière a plongé. Aujourd'hui, il est quasiment hors de l'UFC, preuve qu'une ascension trop rapide et un excès de confiance mal placé peuvent ruiner une carrière. Alors, quelle est la leçon à tirer de tout ça pour Benoît Saint-Denis ? Eh bien, c'est que l'excès de confiance peut être un atout jusqu'à ce qu'il devienne un piège. Ces combattants avaient tout pour dominer, mais leur refus de s'adapter après leur première défaite les a condamnés à un déclin rapide. Benoît Saint-Denis est-il en danger de suivre ce même chemin ? Eh bien, s'il comprend qu'il doit évoluer et corriger ses erreurs, s'il le comprend à temps, il peut rebondir, mais s'il persiste dans une approche trop rigide, sa carrière pourrait rapidement basculer. En conclusion, BSD est à un tournant décisif de sa carrière. Il a conquis le cœur des fans par son style explosif, son mental de guerrier et son ascension fulgurante. Ancien soldat devenu combattant redoutable, il a prouvé qu'il appartenait à l'élite du MMA. Mais aujourd'hui, après des défaites marquantes, il traverse probablement la période la plus critique de sa carrière. Son excès de confiance, autrefois une arme psychologique, s'est retourné contre lui. En pensant pouvoir encaisser sans limite et imposer son rythme à n'importe quel adversaire, il a peut-être négligé des aspects essentiels du haut niveau. L'adaptation, la gestion du combat, la défense.
L'histoire du MMA regorge d'exemples, comme on l'a vu, de combattants qui, en refusant d'évoluer, ont vu leur carrière s'effondrer brutalement. Mais la chute n'est pas une fatalité. Beaucoup de champions, de Dustin Poirier à Charles Oliveira, ont connu des moments de doute avant de revenir plus fort. Saint-Denis doit maintenant choisir, apprendre de ses erreurs et adapter son jeu, ou continuer sur la même voie au risque de voir son ascension s'arrêter net. Son état mental récent, marqué par de la frustration et un certain mutisme après ses défaites, montre qu'il a du mal à digérer cette phase compliquée. Mais c'est dans ces moments que se forgent les vrais champions. S'il parvient à canaliser cette expérience pour corriger ses failles, il peut revenir plus fort. S'il reste enfermé dans son approche actuelle, malheureusement, l'avenir risque d'être beaucoup plus sombre.